Fontaine, je travaille dans l'équipe de Michel Rivasi, mais localement, donc en Rhône-Alpes, à Valence plus exactement. Donc du coup, moi je suis en lien direct avec des personnes électro-hypersensibles et des riverains qui voient des implantations d'antennes relais sans avoir aucune information. Donc je fais le lien sur le terrain avec toutes ces personnes-là. À la fin du mois d'août, l'association Unter pour les EHS, que vous devez certainement connaître, a organisé 2-3 jours de rencontres justement dans une zone quasi blanche pour pouvoir échanger. Ils souhaitaient justement que je puisse aussi leur transmettre des informations sur l'avancement de l'initiative citoyenne européenne, parce que eux sont très motivés pour relayer à leur niveau. Et en parallèle, évidemment à l'initiative de Michel, on est en lien avec une petite commune dans les Hautes-Alpes. Donc là c'est dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on va se déplacer à la fin de ce mois avec le CRIREM sur place pour faire des mesures. L'objectif final étant de voir si on peut créer une zone blanche à cet endroit-là. Il y a en fait des bâtiments existants qui nécessitent évidemment un certain nombre de rénovations, mais la première étape dans ce projet de création de zone blanche est de faire un diagnostic des ondes électriques et électromagnétiques présentes sur place, pouvoir voir dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent être éliminées totalement, et donc ce sera le premier pas vers l'éventuelle création d'une zone blanche. Donc moi je suis aussi ce projet-là sur le terrain. Voilà. Bonjour, je suis Célia Fontaine, je suis aussi membre de l'équipe de Michel Rivasi et je m'occupe en particulier des relations presse à Paris. Et je suis aussi un peu la question des ondes, mais c'est Maxence qui est votre principal interlocuteur aujourd'hui. Good morning. I don't know if I can speak in Spanish. If you have okay. Buenos días. Soy Irache García. Soy eurodiputada del Grupo de Socialistas y Demócratas de España, Castilla y León, y bueno, he venido sobre todo para recoger la información. La organización desde España se ha puesto en contacto con nosotros. Creo en primer lugar que es interesante el desarrollo de las iniciativas ciudadanas y el que se pueda movilizar también a través de la sociedad civil cualquier tipo de iniciativa que deba de ser aceptada y por lo tanto legislada posteriormente por las instituciones europeas. Estudiaré con detenimiento el contenido de esta iniciativa y ponernos a vuestra disposición para, si desde el Parlamento podemos en nuestro papel de parlamentarios llevar a cabo algún otro tipo de iniciativa, ponernos a vuestra disposición. Os traslado también el saludo de Andrés Perelló, de nuestro eurodiputado de la Delegación Socialista Española, que lleva la Comisión de Medio Ambiente y Salud. Tenía la agenda un poco difícil, en cualquier caso va a intentar en algún momento de la mañana, si puede pasarse. Si no es así, estamos a vuestra entera disposición para estudiar, para ver las posibilidades que tengan las distintas propuestas. Unas podrán ser aceptables desde nuestro punto de vista, desde nuestro planteamiento, y otras por lo menos deberán ser estudiadas. En cualquier caso, creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como parlamentarios escuchar, dialogar, trasladar las preocupaciones y las iniciativas de los ciudadanos, y por eso estamos aquí con vosotros. Me vais a disculpar, he venido de una comisión, he salido para poder acompañaros, tengo que volver ahora al despacho. En cualquier caso, pues sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias. Hello, my name is Mercedes Maiscal. I work with Mrs. Garcia here in the Parliament. Ben, merci d'être là, parce que
il va falloir être plusieurs députés européens de différents groupes politiques pour faire avancer cette initiative citoyenne. Hein. Et donc, c'est très bien qu'il y ait plus de députés. La prochaine fois, il y en aura encore plus, mais déjà, nous, il faut qu'on travaille sur le draft, hein, c'est-à-dire le texte de l'initiative citoyenne. Donc, je récapitule. Ce texte, il y a on ne peut pas dépasser un certain nombre de mots. Deuxièmement, il faut qu'on rentre dans les compétences de la Commission. Et troisièmement, il faut que nos demandes, parce que j'ai entendu l'harmonisation, elles débouchent sur un plus, à la fois sur la protection sanitaire et sur l'information du consommateur. Si c'est pas ça, ça sert à rien. Mais je reprends ce que disait notre collègue là de l'Italie. C'est que il faut arriver à convaincre la Commission de dire qu'il y a un problème sanitaire, il faut appliquer le principe de précaution. Et là, on a l'Agence européenne de l'environnement qui l'a bien spécifié, donc on a l'appui de l'Agence européenne de l'environnement, et qu'en même temps, il faut montrer au lobby des opérateurs téléphonie mobile ou aux fabricants de téléphones qu'on a droit à l'information. Et que pour appuyer ça, on a la Convention d'Aarhus. Et la Convention d'Aarhus exige l'information. Donc vous voyez, ça ne sera pas une révolution. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. On ne pourra pas faire la révolution dans ce Parlement. Mais à mon avis, on est capable de faire bouger les lignes par rapport à une situation actuelle qui est pire que tout. Parce qu'on n'a pas accès à l'info. Quand je demande aux opérateurs de téléphonie mobile qui me donnent le gain et la puissance des antennes, c'est niet. Quand je dis il faut reconnaître l'existence des électro-hypersensibles, on me dit c'est pas un problème d'onde, c'est un problème psychiatrique. Quand on demande de ne pas mettre de Wi-Fi dans les écoles, hein, je suis sensible à ce que vous dites par rapport aux enfants, on dit mais le progrès c'est le Wi-Fi. Hein. Donc il faut que, vous voyez, on avance sur ces sujets-là. Parce que si on n'avance pas, on va tous devenir électro-hypersensibles à un moment donné. Alors ça sera peut-être pas moi, mais ça sera nos enfants, ça sera parce qu'il y a vraiment une accumulation de la pollution électromagnétique. Ben moi, si vous voulez, j'ai déclenché en 2000, quand j'étais député, moi j'ai été député à l'Assemblée nationale française. Et déjà en 2000, on avait organisé un colloque, tout groupe politique confondu, en disant est-ce que le téléphone portable est dangereux? Eh bien, les experts qui étaient venus étaient tous des experts qui avaient des conflits d'intérêts avec les opérateurs téléphonie mobile. Il a fallu que je fasse venir Highland d'Angleterre et un autre des États-Unis pour avoir une information un peu plus indépendante. Parce qu'en plus, là-dedans, il y a tous les conflits d'intérêts qu'il y a. Et déjà en 2000, on se posait la question quand même de l'explosion de téléphonie mobile et des niveaux. Et puis après, en 2005, avec Maxence et d'autres, on a créé ce laboratoire indépendant de mesure de rayonnement pour, vous voyez, qu'il y ait un contre-pouvoir par rapport à ce que disaient les opérateurs de téléphonie mobile. Et maintenant, je suis députée européenne et je me dis que c'est à ce niveau-là maintenant qu'il faut agir, parce qu'en France, c'est le blocus total. Et j'avais invité les Belges qui étaient à 3 volts et qui ont apporté un plus sur l'information quand même. Hein. Mais vous voyez que quand, après, ils font du chantage à la 4G, eh ben, les entreprises, tout ça, on est, ah, nous, on veut le téléphone le plus high-tech, tout ça, mais ils ne voient pas du tout les conséquences sanitaires. On a le même problème en ce moment avec la directive tabac, je vous signale, hein, où là, il y a un lobby incroyable. Donc, il faut que nous, on soit très clever, très intelligent, pour utiliser les compétences et faire un texte qui fasse avancer les lignes. Voilà. J'aimerais juste rebondir sur un aspect là-dessus, c'est le fait que l'initiative citoyenne européenne
Bon, on a un objectif, voilà, c'est arrivé à produire cette législation, mais on l'a vu sur d'autres initiatives, ça contribue aussi à informer. Et c'est un outil fabuleux pour informer. Parce que si ça va être un processus long, mais au milieu, ça va donner naissance à des mouvements dans des États. Les États vont aussi se mobiliser là-dessus en voyant que dans leur État, on a atteint les quorums, donc les quotas, il y a des quotas minimums dans certains États, calculés en fonction de la population. Ça peut aussi créer des mouvements. Et on l'a vu sur l'initiative citoyenne européenne sur l'eau, bon, je la cite sans arrêt, mais parce qu'elle c'est l'exemple type d'initiative qui pour l'instant est en bonne voie. Et le commissaire Barnier a sorti un texte sur les concessions en disant on n'est pas pour la privatisation de l'eau, mais il l'avait fait rentrer dedans. On marchait vers une privatisation et les quotas atteints en Allemagne ont été tellement énormes et l'initiative a tellement bien marché qu'il a été obligé de rétro-pédaler, de dire ah non, on retire. Donc c'est quand même un exemple qui symboliquement est très fort et qui montre que le pouvoir de l'ICE est au-delà aussi. Donc tant qu'on aura contribué à informer et à mobiliser des États, des groupes, plus de personnes, ça sera déjà ça participera. Des personnes qui veulent Avez-vous réagir? des réactions ou des remarques par rapport à ce tour de table? Il y a un monsieur qui est arrivé là d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, allez-y. Je suis hollandais, je suis de la Foundation of Electro-Hypersensitive and je suis nouveau ici, je ne sais pas la discussion, je n'ai pas quelque chose de dire. D'accord, mais vous êtes hollandais et vas-y Jean-Luc. Je voudrais faire une petite réflexion. Pour arriver à réellement faire bouger les lignes, comme tu as dit, Michel, il faut arriver à casser l'incrédulité. L'incrédulité, elle existe chez tout le monde, finalement. Même les personnes qui sont impliquées dans le combat, il y a des moments où on se dit, et je parle pour moi, il y a des moments où on se dit, est-ce que tout ça n'est pas... Est-ce que l'électro-hypersensibilité est vraiment réelle? Je me suis moi-même trouvé à me questionner là-dessus. C'est dire, si de l'autre côté des lignes, où nous avons toute grande majorité des gens qui sont ignorants de la question, c'est dire si cet état d'esprit est un obstacle majeur. La raison pour laquelle je parle de cela, c'est qu'il y a eu ici en Belgique récemment des travaux de recherche qui ont été faits sur des micro-organismes ou sur des fourmis notamment, qui sont, à mon avis, un outil extraordinaire, dans la mesure où c'est une sorte d'alcotest. Quand je dis alcotest, ça veut dire que c'est une sorte de test rapide, irréfutable, quant à l'existence de la perturbation. Et l'aspect rapidité est très important, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'expériences qui sont faites sur des végétaux, sur des animaux, des rats, des choses, etc. Mais le problème, c'est bien sûr le problème, pour moi, c'est de pouvoir arriver à éviter que des gens, et ils sont nombreux, continuent à se retrancher derrière des études contradictoires. Si vous mettez des gens qui sont des négateurs, qui nient l'existence du problème, si vous les mettez en présence de l'expérience, si vous les invitez, et on a eu l'objectif de le faire et puis on a été arrêté, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous les mettez, si vous les contraignez à regarder avec leurs yeux, et non plus avec leurs conseils et les commissions, mais qu'ils soient eux-mêmes partie prenante de l'expérience, ils ne peuvent plus dire non, ça n'existe pas. Bien, ils sont de mauvaise foi, et la mauvaise foi, bien sûr, existe.
La raison pour laquelle je souligne cela, c'est ceci. La chercheuse en question, ou l'équipe de recherche qui a fait ce travail ici à l'Université de Bruxelles, s'est vue récemment, écoutez bien, empêchée d'encore parler de ses expériences dans la presse par la direction de l'université, sous peine de sanctions disciplinaires. On est dans une affaire Galilée, si vous voulez. Hein? C'est quelque chose qui existe, que beaucoup de chercheurs, y compris professeur Ledan en France, professeur Johansson en Suède et d'autres, ont déjà vécu. Ici, ça s'est passé tout près de chez vous, ici à Bruxelles, avec une expérience toute simple, et qui est terrible. Qui est terrible parce que, encore une fois, je répète, c'est quelque chose qui, si c'est mis en œuvre devant vous, sous vos yeux, vous voyez le résultat dans les 5 minutes. Ce n'est pas le dosage d'une protéine dans un plant de tomate ou d'hormones chez des rats après 12 mois ou 24 mois d'irradiation. C'est quelque chose que vous pouvez voir de vos propres yeux après 5 minutes. Donc je crois que c'est un outil très puissant. J'en parle simplement pour vous rendre conscient de cela, vous rendre conscient des pressions qui sont exercées sur cette équipe de recherche, pour voir dans quelle mesure on pourrait utiliser ce type d'expérience pour faire bouger les lignes. Voilà. Je peux réagir tout de suite, juste une petite question. Si cela marche sur l'électrosensibilité, ce sera vraiment une révolution. Ce sera carrément une façon de diagnostiquer la maladie. Je reste, je veux dire, j'aimerais bien savoir un peu plus parce que ça semble vraiment fantastique ce que tu dis, mais normalement, souvent les études c'est difficile parce que déjà on ne sait pas exactement quoi mesurer pour savoir si on est sensible. Deuxièmement, les réactions ne sont pas toujours immédiates. Donc il y a des problèmes vraiment graves dans tout ça. Est-ce que ça marche sur l'électrosensibilité? C'est une énorme révolution, il faut qu'on en parle vraiment tout de suite et qu'on mise énormément de choses dessus en très grande priorité. Je confirme, l'expérience consiste simplement à placer une colonie de fourmis dans un tube à essai en présence d'un signal Wi-Fi. Ça suffit, un signal de Wi-Fi de l'ordre du volt par mètre, et pas de 40 volts par mètre, ni de 20, mais 1 volt par mètre. Les fourmis, de façon reproductible, c'est très important évidemment, vont être affectées dans leur locomotion. Après 5 minutes, on voit que le temps de parcours des fourmis est entravé, est augmenté, etc. Et ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose que l'on peut reproduire facilement. Et on peut le montrer facilement, relativement facilement. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite des mesures de laboratoire ou des choses comme ça. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un test admirable, parce que c'est à la portée pratiquement de n'importe qui. N'importe qui peut presque même collecter des fourmis dans son jardin, les mettre dans une boîte, dans une cuve avec du talc autour pour éviter que les fourmis s'échappent, et puis allumer un Wi-Fi, faire en sorte que le Wi-Fi émette un signal suffisamment important en faisant un trafic Internet, et regardez ce qui se passe. Il y a des protocoles qui existent, c'est une étude qui a été publiée. Et en ça, je trouve qu'elle est formidable. Elle est tellement formidable qu'on empêche maintenant cette personne de continuer à s'exprimer dans la presse. Or, nous avions l'intention de rassembler des journalistes ici à Bruxelles, triés sur le volet, donc des journalistes avec des yeux un tout petit peu ouverts, et de leur faire vivre l'expérience. Pas de leur en parler, de leur faire vivre l'expérience. Parce que moi je suis convaincu que, on dit en français, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Hein, c'est un beau dicton. L'expérience n'est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte.
Mais si celui qui l'apporte est un journaliste, un tout petit peu honnête, il devrait sortir ébranlé de cette expérience et plus simplement dire continuer à adopter le ton neutre, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Après ça, on ne peut plus adopter ce ton-là. On devient plus catégorique et surtout plus honnête. Voilà. Réagir. Oui. Je voudrais réagir à ce que tu dis. Et je crois que c'est un très bon initiative pour convaincre les gens à signer la pétition, pour convaincre les médecins à signer la pétition. Donc, dès que notre ICE est lancé, quand on doit arriver aux 1 million de signatures, je crois que là, pour informer les gens, il faudrait en fait faire des tests avec des fourmis, avoir des journalistes et faire en sorte que les gens ont cette information, qu'ils voient qu'une fourmi, ce n'est pas un animal qui va faire semblant d'avoir peur des ondes et tout ça. Donc une fourmi, ça réagit parce que ça interfère directement avec leurs cellules. Pour convaincre le monde entier, c'est une bonne stratégie. Mais je crois que maintenant, dans ce stade-ci, on doit avoir un texte acceptable pour le Parlement. Donc ce n'est pas notre idéal à nous tous de ce côté-ci. Je crois que c'est les gens de ce côté-là qui sont les seuls à savoir ce qu'on peut faire, parce que c'est très strict, très limité, et tout ce que nous disons, comme le rapport Rigby Initiative, la résolution 1815, c'est donc inacceptable parce que ce n'est pas dans leur périmètre de compétences. Donc on est vraiment limité dans ce stade-ci, mais dès que notre ICE est accepté, je crois que là, il faudrait vraiment réunir des journalistes et faire des preuves avec des plantes, avec des fourmis, avec des cellules humaines, avec les études. À ce moment-là, il faut vraiment faire que le monde entier sache ce qui se passe. Juste une intervention de 2 secondes. Donc Michèle Rivasi a dû s'absenter une vingtaine de minutes par rapport à d'autres engagements sur d'autres dossiers, mais elle va venir nous retrouver, ça c'est le premier point. Le second, certains d'entre vous ont le document, mais sinon il est disponible dans les 3 langues, enfin en anglais et en français sur une table, concernant le manifesto en résumé dans les 3 langues est disponible ici pour que vous puissiez le prendre avec vous si vous ne l'avez pas imprimé. Et il y a aussi le document, le texte de travail de l'ICE tel qu'on l'a proposé ou formulé jusqu'à présent, qui est aussi disponible ici si vous voulez le prendre, puisqu'on va faire on va profiter de la présence de Lise avec nous pour faire un tour de table dessus, de commentaires, pour commencer à collecter des choses, notamment Michèle Rivasi a repéré pas mal de choses qu'on peut renforcer au sein de celle-ci. Et puis, dernier point, il y a une personne qui nous a rejoint qui ne s'est pas présentée, donc si vous pouvez peut-être nous dire qui vous êtes en un mot, parce qu'on a fait un tour de table de présentation de chacun au début. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de parler anglais? Oui. Est-ce que on comprend l'anglais? Non. Good morning. My name is Stephen McGill, Dr. Stephen McGill. I've just come from Sweden. I am a member of the Norwegian organisations and the UK patient organisation ESUK. I also am not a member of Argbreithren, but I have close relationships on a personal level. They date back a long time. And I'm absolutely not a member of Interpol EHS, but I have very close relationships with this organisation. Just in 2 weeks ago, I am extremely motivated to contribute, or in any way possible where I can, or motivate others to contribute to the European Citizens Initiative that you are, to find out exactly where we are, that from a rational perspective is none other than the most important initiative that is being discussed in this building at the moment. It's extremely important that you do this, but it's also extremely important that once set in motion, it must be successful. We've had some very, very bad news from Norway, which I'm not sure everybody's aware of. I doubt many people here even know where Norway is. But if I have 5 to 10 minutes, I'll describe what happened in Norway earlier this year. Stephen McGill, Dr. Stephen McGill, currently resident in Norway, just arrived from Sweden. Nous pouvons faire... Sorry, please. Nous
vont faire une petite présentation de le manifeste et pour tout le monde qui ne le connaît pas. Et une présentation en PowerPoint petite. Parfait. Oui. Il y a besoin de ton collaboration. Vous pouvez parler? Est-ce que tu veux que je lise ceci? Si, mais oui. Tu avais le fait. Oui. Donc, voici donc le manifeste européen à l'ICE. Premier point. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais plus. Les principales, voilà, différentes associations citoyennes, comme c'est indiqué là, de différents pays européens, convenons de la nécessité de présenter une initiative citoyenne européenne afin de mettre à jour la réglementation actuelle pour l'exposition au rayonnement électromagnétique.